Eh bien, bonjour à tous. Alors, la demande de Gilles Barabon m'a un petit peu déroutée de la table ronde en me demandant de faire un retour d'expérience et en même temps une conclusion et en même temps une table ronde. Mais Gilles sait challenger ses équipes, donc en fait, je vais essayer de faire les trois. Pour faire un retour d'expérience, je reviens sur ce qu'est un retour d'expérience. Un retour d'expérience, c'est s'appuyer sur la théorie et la pratique pour tirer des leçons à la fois de ses réussites et de ses échecs. Alors aujourd'hui, on a eu des retours d'expérience, je trouve ça plutôt intéressant. Et l'idée, c'est de voir ce qu'on peut améliorer dans un processus. Alors du coup, je me suis posé la question de savoir comment j'allais le faire. Et donc, j'ai fait une cartographie, d'où le petit clin d'œil des cartes relief en PVC. J'ai fait une cartographie dans mes dossiers de restauration depuis que je travaille, donc depuis presque 25 ans, sur ces matériaux. Avant toute chose, il me semblait important, et je suis là aussi très heureuse de la journée. Alors, j'ai préparé ces diapos avant la journée, donc ce n'était pas facile, il fallait que j'anticipe un peu. Mais j'étais quand même très contente de voir qu'on est revenu au préambule essentiel à toute volonté de restauration ou de conservation, qui est de savoir sur quoi on travaille et de comprendre les matériaux sur lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'il y a le contexte, effectivement, mais il y a aussi un contexte de fabrication. Donc, ce matin, on a parlé de calendrage. Vous en avez un exemple, une petite image ici. On a parlé de textile enduit, d'ailleurs, clin d'œil à Gilles, on a trouvé la même photo sur Internet. On a parlé de matières moulées, notamment avec les poupées. Donc là, je vous montre des faux sushis qu'il y a dans les collections publiques aussi. Et finalement, on a 3 PVC, 3 natures différentes, et c'est bien la fabrication et la formulation, mais aussi le contexte, l'usage passé et les valeurs qu'on va lui attribuer, qui vont faire des distinctions en termes de restauration et de conservation. Donc, je voulais revenir un petit peu sur cette nuance, et je pense que c'est un des travaux qu'on a à mener en permanence. C'est un travail sans fin. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les industries évoluent, nous, on doit évoluer aussi, comprendre. Et s'il y a un secteur qu'on doit en permanence améliorer, c'est celui de ces compréhensions-là. Alors, je fais un petit clin d'œil par la photo ici à une des premières écoutes que j'ai eues en conservation des textiles enduits. Je salue Tim Betchold s'il est toujours en ligne, puisque la première fois que j'ai entendu parler du phénomène de délaminage du textile enduit, ou Sky quand il s'agit de PVC sur jersey de coton, c'est en 2004 à un colloque. En fait, la première difficulté, et ça a été soulevé plusieurs fois aujourd'hui, c'est la difficulté de l'identification. Là, j'ai le même fauteuil qu'ici. Pour autant, ici, j'ai un polyuréthane et ici, j'ai un PVC. Donc, la difficulté, elle est effectivement dans l'identification. Alors, j'ai mis un petit clin d'œil. Ça, c'est le manteau de ma Barbie de quand j'étais petite, qui fait partie de ma matériothèque et qui me sert actuellement à des tests de remise en place et de consolidation de soulèvement. Alors, cette difficulté d'identification, elle est omniprésente, quoi qu'on fasse. Ensuite, on a soulevé la question de la perte des propriétés. Vous avez entendu parler à plusieurs reprises aujourd'hui de la durée de vie ou de la durabilité d'un matériau. Elle n'aura pas le même objectif dans le patrimoine que pour un industriel. Un industriel va s'intéresser à la durée de vie, c'est-à-dire aux propriétés pour lesquelles le matériau est produit. En patrimoine, on va s'intéresser au moment où on ne pourra plus lire l'œuvre ou alors on ne la comprendra pas. Et entre les deux, il peut y avoir plusieurs dizaines d'années. En tout cas, je l'espère de plus en plus. Alors, en 2001, je cite aussi ce premier cas de PVC que j'ai eu. C'était pour les arts décoratifs à Paris. C'était mon tout premier cas de questionnement où là, on avait la problématique de la porosité du film. C'est-à-dire que c'était des fauteuils qu'on achetait comprimés dans du PVC. On arrivait chez soi, on découpait le PVC et pouf, par magie, le fauteuil devenait énorme. C'était quand même assez magique. Sauf que quand c'est dans une réserve de musée et que le fauteuil gonfle alors qu'il est déjà
et encore dans son film, on a une démonstration visuelle de la perte de porosité, enfin de d'étanchéité en fait du film PVC. Donc ça, c'est un problème récurrent. Et en fait, en regardant dans mes études de collection, cette question de porosité à l'air est avec la question de la rustine infernale, les questions qui reviennent le plus souvent dans les films souples. C'est-à-dire que la plupart des films souples en art contemporain ou en design ont été utilisés pour être gonflés. Et en fait, soit ils se dégonflent tout seuls et on ne trouve pas de trou parce qu'il n'y en a pas. C'est juste une perte de porosité. Et on a énormément de dommages par les rustines passées. Alors là, vous voyez la restauration d'une grosse installation d'art contemporain qui appartient au CNAP et qui a été présentée au musée d'Amiens en 2008 avec une restauration que j'ai pu effectuer avec Hélène Bluza, qu'on a déjà citée aujourd'hui, qui, à ma connaissance, est la première étudiante à avoir eu un sujet de mémoire sur le PVC. Et là, on voit la restauration choisie en laissant en fait une restauration qui a eu lieu avant nous. On voit très bien ce côté débordant de la rustine et le problème de la rupture des joints. Donc là, c'était l'idée de montrer en fait les occurrences que l'on a sur ces problématiques-là. À mon sens, l'intervention qu'on a eue aujourd'hui montre que c'est une des zones de progression énorme que l'on a fait. Cette question des rustines, en tout cas, c'est un work in progress. Il me tarde de lire les conclusions. Le nettoyage, c'est la demande la plus fréquente sur les PVC. Sans aucun doute, en fait, c'est la demande que j'ai le plus souvent, qui finalement donne, vous voyez, ce premier casar que j'ai restauré à l'époque pour le musée de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors à l'époque, quand j'ai dû nettoyer, donc c'était en 2000, je ne sais plus l'année, elle a été dite tout à l'heure, 2005, merci. En 2005, quand il fallait intervenir sur un PVC qui avait changé de couleur, on y allait un peu en tremblant. Aujourd'hui, grâce aux études, et là, je trouve qu'il y a eu un énorme progrès de fait, et c'est mon plus grand retour d'expérience positif, c'est qu'on a énormément avancé sur les techniques de nettoyage. On se rend compte que finalement, le nettoyage mécanique est assez probant, qu'on a une capacité quand même à utiliser de l'eau, donc ça, je suis plutôt rassurée, voire des solutions savonneuses, parce qu'en restauration, on a un panel de solutions savonneuses inimaginables qui posent des problèmes de rinçage, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, j'ai trouvé que c'était un point important d'évolution, notamment grâce au travail qui a été mené grâce aux thèses sur les problématiques. Aujourd'hui, on sait, moi, pendant de longues années, j'ai craint, en nettoyant la surface d'un PVC, de relancer un phénomène d'exsudat. Et aujourd'hui, je n'interviendrai plus du tout de la même façon qu'en 2005 sur ce genre de fauteuil. Donc, je trouve que c'est un beau retour d'expérience. Les métaux, Nathalie. Eh bien, les métaux, il y en a plein autour des plastiques. Mais ils ne sont pas toujours visibles. Le problème, c'est qu'on les voit quand ils sont un peu trop visibles. Alors, là, je vous ai mis deux exemples. La première, c'est une petite poupée qui était à ma mère quand elle était petite, donc ça remonte à certaines années, on va dire. En tout cas, avant les années 60, plutôt entre 55 et 60. Et on voit bien que les articulations se faisaient avec des métaux cuivreux, des alliages cuivreux, qui réagissent très fortement et qui posent de gros problèmes de conservation. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un des plus grands problèmes, c'est cette altération et l'impossibilité pour moi en tant que restauratrice aujourd'hui d'avoir une réponse probante, à la fois en conservation préventive et en restauration de ces métaux, tout comme ce travail d'une étudiante de l'HEAR qui avait fait un travail très intéressant sur les composants électroniques qui finalement, pour l'ensemble d'une machine, la majorité des problèmes viennent en grande partie des exsudats et des problèmes des câbles électriques. Et là-dessus, j'avoue que je vais souvent écouter les conférences en archéologie parce que c'est à ma connaissance le domaine sur lequel on se pose le plus de questions sur le dégagement des produits de corrosion. Sans altérer ce qui est autour et la problématique de la protection des métaux. On n'a pas du tout, à ma connaissance, d'études
sur la protection des métaux en contact avec des polluants issus des plastiques. Il y a une brèche à saisir. Donc ça, c'est un de mes retours d'expérience à améliorer. Alors ce matin, c'est pareil, merci Gilles, je ne savais pas, mais vous avez présenté le double écrou d'Arnal, qui est un travail qui a été mené en 2009 sur le suivi des collections du McVal à Vitry, où en fait, là, il était question d'un nettoyage, alors pour le coup, ici, dans des pots exogènes, mais avec une problématique, vous voyez, de traces de doigts, qu'on a souvent l'impression de trouver mineures en plastique, mais qui ne le sont pas tant que ça. Où là, sur cette opération, j'avais travaillé essentiellement mécaniquement. Et alors, je vais poser une première question par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Le chiffon microfibre est un matériau extrêmement utilisé en conservation, mais c'est un polyester. Et c'est un polyester qui parfois est mélangé avec un polyamide. Et là aussi, retour d'expérience, je trouverais assez intéressant d'avoir une étude comparée entre un chiffon microfibre, un chiffon coton et un chiffon de soie. Je pense qu'on serait peut-être surpris par l'identification des matériaux qu'on récupère sur les chiffons et le niveau d'intervention. En tout cas, je me suis posé la question. Là aussi, il y a quelque chose peut-être à voir. Les paires de plastifiants, alors j'ai fait un petit clin d'œil au musée de Monaco avec cette magnifique poupée mannequin et l'exsudation extrême de certaines poupées. Donc là, c'est une poupée d'une matériothèque que j'utilise régulièrement, qui est celle des étudiants de la Haute École en Suisse, qui est en pleine exsudation très, très forte, que maintenant j'interdis aux étudiants par crainte de la nature des plastifiants, mais que je n'ai jamais pu analyser plus que ça. Et le phénomène de rétraction ou rétractation que je constate quand même assez fréquemment sur tous ces phénomènes, suite à ces phénomènes de perte de plastifiants. Là aussi, je trouve qu'aujourd'hui, on a vu qu'on avait fait des énormes avancées sur ces questions. Pour autant, je ne suis pas sûre d'être en mesure d'avoir une analyse très claire des méthodes de dégagement, de nettoyage, par exemple, quand on est à ce niveau de dégradation. Donc là aussi, je pense qu'il y a un petit travail à poursuivre et à améliorer pour la restauration à venir. Enfin, aujourd'hui, on a parlé, pour mon plus grand bonheur, de la réaction entre les matériaux. Donc là, vous avez l'illustration de ce dont on a entendu parler ce matin, du polystyrène avec le PVC, où une infinité se crée. Ça, c'est une œuvre d'un artiste d'art brut qui travaille avec des petits clous en PVC qu'on utilisait quand on était enfant dans les années 80 et qui a une très grande affinité avec les mousses polyuréthane. L'exsudat important, alors on a entendu parler de l'étude des papiers de soie. Je pense que là aussi, il y a un travail à poursuivre pour améliorer cette logique. On en a parlé un petit peu, parce que le papier de soie, c'est comme un papier à fibre courte, donc qui est très réactif, qui s'acidifie extrêmement vite. Et je crois que j'en ai déjà parlé aux journées polyuréthane. J'aimerais beaucoup que les études se poursuivent sur ces questions, mais plutôt autour des longues fibres, comme le chanvre que j'utilise moi à titre purement pratique. Pour le coup, c'est une analyse de mes pratiques. C'est que j'ai utilisé des papiers de chanvre il y a 25 ans avec des matériaux, ils sont toujours impeccables. Donc là, c'est vraiment un pur retour d'expérience pratique, mais j'aimerais bien qu'on puisse le mettre en lumière avec quelque chose de plus scientifique. Tout cela m'a amené un tableau récapitulatif, puisque c'était un peu le but de l'exercice. Un tableau récapitulatif des différentes faiblesses qu'on peut observer sur les PVC. Donc la délamination, la perte d'étanchéité, les fuites localisées, la dégradation des métaux. Et je me suis dit, bon, quels sont les progrès qu'on a fait en termes de restauration? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on sait faire? Finalement, il y a quand même énormément de choses. On a beaucoup évolué ces 20 dernières années sur ces matériaux. Mais il reste quand même beaucoup de choses à développer. Par exemple, la question du refixage au moment de la délamination. Il y a, à ma connaissance, eu un travail il y a quelques années là-dessus, mais je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré et à poursuivre. La perte d'étanchéité, je me suis posé la question, alors peut-être
que je vais avoir une réponse aussi claire que tout à l'heure auprès des industriels présents aujourd'hui, je me suis posé la question d'une induction ou d'une protection de surface type vernis qui pourrait, dans le temps, limiter cette prise en porosité. Puisqu'il y a une pratique du vernis polyuréthane sur PVC, je questionne. Sur les choses à développer, sur les fuites localisées, merci, parce que c'est quelque chose qui était à développer, ce sera fait d'ici peu, visiblement. La dégradation des métaux en contact, je pense qu'il y a un vrai sujet, parce qu'il y a débat entre l'utilisation des cires et des vernis. Quel vernis, quelle cire, quelle réversibilité? Autant vous dire que sur les cires microcristallines, elle est très relative. Et elle peut induire des interactions, puisque les cires microcristallines sont des polyéthylènes. Les systèmes de dégagement de corrosion localisés. Ça va? Je vois Gilles qui s'en va. Je n'ai rien dit de vexant, Gilles. Hein. Ensuite, sur les méthodes de nettoyage, excusez-moi pour la coquille, pour les méthodes de nettoyage, alors c'est pareil, je trouve que l'intervention de Clémentine Bollard était intéressante parce qu'on voit que le champ d'investigation est quand même assez complexe parce qu'il y a plusieurs types de nettoyage et elle questionne très bien la question des techniques d'évaluation, qu'est-ce qu'on veut savoir et comment on fait pour le lire et l'interpréter. Je pense que c'est aussi des choses à améliorer. Et puis, la question du jaunissement. Alors moi, ça a été une révélation de vous entendre sur qu'est-ce qu'on met à la lumière, qu'est-ce qu'on laisse dans le noir. La question que je vais poser à Nathalie, c'est comment on fait pour le savoir? Affaire à développer. Et ensuite, je me suis posé la question du coup de la conservation préventive. Alors, ce tableau, je le fournirai très volontiers au C2RMF. Si vous voulez continuer à l'alimenter, ça sera avec plaisir. La conservation préventive, je pense qu'on a énormément avancé sur l'impact, alors sur ce fameux mythe de la déchloruration, parce que c'est un peu de l'ordre du mythe, c'est comme l'auto-inflammabilité des nitrates de cellulose. Sur l'impact des variations hygrométriques, on a eu une très belle illustration ce matin de l'impact de la lumière et notamment des ultraviolets, je pense, en termes de lumière naturelle. Mais pour autant, je trouve que les questions de délamination ne sont pas franchement répondues encore, notamment sur les conditions de conservation qu'on va développer pour éviter cette scission entre le support et le film. Je pense que là aussi, il y a des choses qu'on peut développer. En conservation préventive, je suis désolée si je pense que j'espère que je ne vais pas trop vite, ça va. En conservation préventive, sur la perte d'étanchéité de l'air, alors Jeanne, merci, parce que vous avez parlé de ce que j'expliquais de manière empirique. Encore une fois, c'était une pratique et une observation de restaurateurs sur la nécessité du gonflage. Et j'aurais bien aimé savoir si vous avez des comparaisons possibles, peut-être à voir pour le débat après, entre ce que vous avez gardé gonflé et ce que vous n'avez pas gardé de gonflé. J'aimerais bien avoir un retour là-dessus. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait un travail pour le Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Et notamment, à l'époque, on s'était posé la question du gonflage avec des gaz inertes pour limiter certains phénomènes. Alors, je regarde les industriels sur ces questions-là. Je pense qu'il y a des capacités. On a possibilité d'avoir des retardateurs sur l'environnement direct et indirect. Et je pense qu'en termes de prévention, il y a des choses possibles, soit en intervenant directement sur l'objet par induction, soit en agissant effectivement avec des gaz ou avec des niveaux de gonflage. C'est des choses qui, pour l'instant, à mon avis, ne sont pas assez étudiées. Sur les fuites localisées, c'est un peu du même ordre, donc je vais passer pour ne pas dépasser mon temps de parole et laisser du temps aux discussions et aux échanges. Sur les dégradations des métaux en contact, alors c'est pas forcément les métaux les plus faciles à identifier, mais par contre les métaux, notamment cuivreux, sont là aussi pour les PV aussi de très bons indicateurs d'émanation de composés organiques volatiles. On le sait déjà pour les nitrates et pour d'autres matériaux plastiques. Et je me suis posé la question d'utilisation de capteurs et d'éolytes, notamment par rapport au PVC. Est-ce que si on utilisait des éolytes pour capter les polluants qui viennent altérer le cuivre, on ne risquerait pas d'avoir une extraction, même si ce sont des grosses molécules, de certains plastifiants? Question ouverte.
Sur les dépôts endogènes, je pense que les thèses et les différents sujets qui ont été traités aujourd'hui et qui ont été soulevés à Cergy-Pontoise ont montré l'intérêt du conditionnement fermé dans certains cas, mais sont encore à développer l'idée des matériaux de conditionnement en contact direct ou indirect et l'impact du climat. Et enfin, sur le changement de couleur, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre sur la compréhension des mécanismes de jaunissement. Je pense qu'on en a eu la démonstration aujourd'hui. Et savoir si effectivement l'environnement lumineux et thermique a un effet ralentisseur ou pas. Voilà, ce sont quelques pistes, ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'était un peu mon retour d'expérience. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il nous manquerait pour continuer ce chemin ensemble, je l'espère. Alors, mes 2 dernières diapos, ma dernière diapo, je ne sais plus, mon avant-dernière diapo est un petit clin d'œil à Soto, qui est un artiste qui m'avait beaucoup émue à l'époque où j'avais eu la chance de travailler sur cette installation avant la création physique du MACVAL, parce qu'il pose la question de la notion d'entretien. On l'a un petit peu touché du doigt aujourd'hui, et je tiens beaucoup à cette notion-là dans les collections publiques, et de facsimilé. C'est-à-dire que, pour moi, l'œuvre de Soto, on achète une structure et après on achète du réactivable par les tubes. Et encore aujourd'hui, dans trop d'institutions d'art contemporain, au moment de l'acquisition, la question posée de l'inventaire n'est pas suffisamment poussée. C'est-à-dire que quand on achète une œuvre, on n'est pas obligé d'inventorier la totalité de l'œuvre, mais on peut prendre le temps de définir ce qui est pérenne dans l'œuvre et ce qui est à renouveler. Et ensuite, je développe la question du facsimilé, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on donne à voir et qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au public. Et je pense que les restaurateurs ont un rôle à jouer parce qu'on est au plus près et on essaye de comprendre comment sont faites les matières. Et on pourrait essayer, dans certains cas, de proposer des facsimilés pour la monstration qui ne sont pas forcément vulgaires. On le fait très bien pour jouer d'un instrument de musique. On fait des instruments de musique facsimilés pour donner à voir et à comprendre ce qu'était, par exemple, un manteau de Paco Rabanne transparent, beau, brillant, comme on peut l'imaginer. Mais pour autant, essayer de conserver l'original. C'est aussi une piste que j'aimerais développer. Et le grand oublié d'aujourd'hui, à mon avis, ce sont les œuvres en extérieur. On commence à toucher du doigt des problématiques très, très nombreuses sur les œuvres en extérieur. Alors, j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années sur la valorisation des œuvres du quartier d'affaires de la Défense, dont fait partie cette cheminée de Moretti, qui a été pour moi un changement total de vision, parce que je me suis rendu compte que le PVC, ça pouvait extrêmement bien se conserver. Et là, en l'occurrence, ce sont des PVC rigides. On a fait des analyses avec un laboratoire privé et il est en excellent état. Et la peinture, certes, avait eu des soucis de farinage parce qu'elle était brillante, mais elle était toujours intacte et il fallait la resaturer pour la retrouver. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les œuvres en extérieur. On est sur du monumental, on est sur d'autres PVC. On a beaucoup parlé des PVC souples aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier les PVC rigides. Et là-dessus, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Merci. Pardon, j'ai juste un petit oubli. Je voulais faire un petit clin d'œil parce que tout ce que je viens de montrer n'a jamais été possible sans l'aide et les échanges avec les institutions, mais aussi et surtout les étudiants. Mon bilan, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants nous font énormément avancer parce qu'ils nous font réfléchir, parce qu'ils ont accès à des systèmes de recherche qu'on n'a pas toujours quand on est à son compte. Et là, j'ai oublié plein de noms, mais on commence à être nombreux à s'être posé des questions. Voilà, je voulais juste remercier tout ce petit monde. Voilà, j'ai fini. Pardon. Merci beaucoup. Alors, quelques petites questions reçues sur le forum. Alors, une question très pertinente, mais voilà, on est au défi de pouvoir y répondre. C'est comment envisager des perspectives de conservation préventive et de restauration des plastiques face aux exigences de production de matériaux respectueux de l'environnement, recyclables et périssables.
Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez déjà dans vos démarches actuelles les uns et les autres? Est-ce que ce n'est pas des défis finalement à venir? Parce que de plus en plus, ces matériaux périssables et recyclables vont être utilisés dans les œuvres d'art ou dans la création. Voilà. Alors, je veux bien avoir un premier élément de réponse parce que alors moi, c'est un grand sujet. Je vais être un petit peu dure, c'est même un coup de gueule. Parce qu'en fait, le principe, je suis une anti-développement durable. Je suis pour l'écologie, je suis contre le développement durable. Un matériau aujourd'hui qu'on dit recyclable, ça veut dire ou compostable. Le pire, c'est le compostable, je crois. C'est un matériau qui peut se détruire dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a énormément de cas de matériaux dits avec de l'amidon ou plus durables, enfin pas durables, en l'occurrence plus écologiques ou développement durable. Et on est déjà en train de les restaurer avec des exsudats énormes. Et ce sont des matériaux qui sont directement issus de l'industrie de consommation. Le plus parlant, c'est l'impression 3D. L'impression 3D, pour moi, c'est une hérésie écologique, dans le sens où on utilise du plastique qui s'auto-détruit en moins de 5 ans. Ça, c'est une parenthèse. La restauration est une démarche écologique parce qu'on cherche à conserver, à transmettre, à perdurer. Et oui, le restaurateur s'inscrit dans une démarche écologique. Et ça fait partie de nos préoccupations. Elle rejoint une autre préoccupation qui, à mon avis, doit être de plus important pour les restaurateurs, qui est celle de la toxicité des produits qu'on utilise. Si on cherche à être moins dans des produits toxiques, on va être beaucoup plus dans l'écologie. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Je veux bien débattre. Peut-être avec messieurs, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue d'industriel. Ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas, donc, s'il n'y a pas de rebondissement sur cette affaire. Oui. Alors, nous avons des rebondissements possibles et probables. Alors, un premier rebondissement, c'est parti. Oui, tout simplement pour abonder dans le sens de ce que vient de dire Sylvie. Dans le monde de l'architecture, finalement, les meilleures solutions, ce ne sont pas celles qui dépendent du recyclage, ni même du réemploi, mais tout simplement de l'entretien et de la conservation des situations qui sont en place et qui peuvent encore servir. Voilà, c'est la meilleure manière finalement de penser ce qu'on appelle le développement durable quelque part. Oui, moi je voulais juste ajouter un point, c'est que après ça dépend aussi de l'objectif premier qu'on se fixe. C'est là, on fait là dans le cadre du matériau dont on a parlé aujourd'hui. Les gens qui ont un matériau adéquat, qui soit compatible avec le matériau qu'on veut conserver, ça serait déjà pas mal. Alors après, effectivement, s'il correspond à d'autres normes environnemental, réutilisable, ce serait évidemment parfait. Mais bon, peut-être que ça dépend. Il faut peut-être mettre une priorité avant l'autre. Il faut déjà quelque chose qui permette de bien conserver le matériau. Puis après, peut-être, si on a plusieurs choix, plusieurs alternatives, s'orienter vers la meilleure, en tout cas, en termes d'éthique planétaire. Je crois que c'est là où je trouve plus les bons termes. Comment environnemental. Voilà. Et sinon, je voudrais revenir aussi sur. Je me rappelle d'une chose que m'avait dit Théa Ronelson quand j'étais en stage avec elle il y a des années de ça, quand on se posait justement la question de comment fonctionnaient les objets, quels étaient les meilleurs matériaux à mettre en contact. Et la réponse qu'elle m'avait fournie à ce moment-là, elle m'avait dit le coton. Voilà. Et ça peut être une bonne idée parce que moi, je vous l'ai appliqué, mais parce qu'en fait, on est peut-être un matériau similaire à ce qu'on va trouver dans le papier de soie et le papier de chambre, et puis on est sur quelque chose de réutilisable. Donc, on pourrait laver, réutiliser. Voilà. Valoriser les matériaux naturels. Peut-être. Voilà. Alors, un retour de Didier Maire. Je voulais juste me permettre d'ajouter, je vous rejoins tout à fait. Je pense aussi qu'il y a des amalgames qui sont faits aujourd'hui.
Je pense qu'il faut faire une différence entre les plastiques qui sont à usage unique et qui sont destinés à être jetés très, très rapidement, et puis des plastiques qui ont une vocation de durer dans le temps. Alors, il vaut peut-être mieux, dans un premier temps, se focaliser sur les plastiques à usage unique, plutôt que peut-être de se focaliser sur des plastiques dont la durée de vie est de 30 ou 50 ans. Parce que je pense que sur le cycle de vie, et si en plus plein de cycles sont recyclables, peut-être réaménagés, réintégrés dans les produits vierges, je pense que déjà on atteint des durées de vie qui sont colossales. L'autre amalgame, à mon avis, où peut rester réflexion parfois, si on se met à faire des produits qui sont uniquement biosourcés, d'abord, il faut se rendre compte qu'il faut couvrir la planète de produits qui sont biosourcés. Et déjà, rien que l'utilisation de l'eau, l'acidification des terres arables posera de toute façon un problème. Pour rejoindre ce que vous disiez à propos de certains produits biosourcés, de nouveau, j'ai rien contre les produits biosourcés, mais vous avez des produits qui sont biocompostables aujourd'hui, dont l'intérêt, en fait, est de se dégrader extrêmement rapidement. Mais en fait, ce que vous faites, c'est disperser toute une série de micro-éléments dans l'environnement, et ce n'est pas toujours un bien. Et enfin, il y a moyen, et les industriels travaillent beaucoup là-dessus aujourd'hui, on peut fabriquer le même produit, on peut fabriquer le PVC, on peut fabriquer des plastifiants, en intégrant en amont des produits qui sont soit biosourcés, on peut imaginer de prendre des produits biosourcés et de les faire passer par les mêmes procédés industriels avec lesquels on transforme par exemple le pétrole, et on va faire en fait de ce qu'on appelle des produits bio-attribués, c'est-à-dire que vous allez recevoir exactement le même produit, mais dans la conception de ce produit, vous avez une partie qui vient de ressources. La différence, c'est que vous êtes parti des éléments de la chimie élémentaire basés sur des éléments biosourcés pour refaire le même produit. La même chose avec en fait le recyclage des matières plastiques. Aujourd'hui, dans nos crackers, on est capable de prendre toutes les matières plastiques, de les brûler à température assez élevée, qui correspondent à des températures de craquage des pétroles. Et en fait, en craquant ces matières plastiques, on fait une huile. Et cette huile, en fait, on peut de nouveau, dans les mêmes conditions d'utilisation de craquage du pétrole, refaire les matières premières qui font de nouveau toute la chimie. Donc, en fait, dans votre produit PVC du futur, vous aurez peut-être 50, 60, 70%, dépendant de votre production, de votre procédé de production, de produits qui sont dérivés de déchets. Et je pense que ça a probablement plus de sens, plus d'avenir, que de vouloir faire des esters de colza pour remplacer tous les plasticiens aujourd'hui et de remplir la surface du monde. Je rebondis peut-être sur une autre question qui a été déposée sur le forum, alors une question plus technique, c'est un retour sur ce qui a déjà été dit, et je suis désolé, mais ça va encore vous concerner, ce qui montre la popularité que vous avez acquise dans cette assemblée depuis que vous êtes arrivé. C'est donc quelqu'un qui nous redemande effectivement, qui nous reparle de la question du déjaunissement des plastiques exposés aux UV, enfin, en tout cas de certains plastiques. Combien de temps dure cet effet ? C'est un phénomène connu pour les vernis sur les tableaux. En les mettant au soleil, les vernis, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse des vernis, je pense qu'il s'agit plutôt des peintures à l'huile. Les vernis jaunis s'éclaircissent, mais dès qu'on les remet à l'ombre, ils rejaunissent rapidement. S'agit-il du même phénomène ou du même processus ? Merci. Et la question est posée par, je ne sais qui, là. Ariane Segelstein. Si vous voulez que je donne un élément de réponse, d'abord, ne me comprenez pas mal, je n'ai pas dit que tous les phénomènes de jaunissement sont réversibles. Je ne voudrais certainement pas vous donner de faux espoirs, mais il y a effectivement des phénomènes, et donc c'est souvent des phénomènes de jaunissement à l'ombre. Ça peut être en industriel, c'est quand les gens stockent leurs produits finis, on constate qu'au bout de quelques semaines, en fait, ils obtiennent des jaunissements.
si vous avez des objets qui ont été fabriqués, enfin des feuilles qui sont fabriquées, qui sont en rouleau, vous voyez que là où en fait le rouleau voit la lumière, ça n'est pas jauni, et à l'intérieur du rouleau, c'est jauni. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont connus, qui sont liés à des antioxydants qui sont utilisés dans les stabilisants. Et ces antioxydants provoquent dans des conditions de stockage à l'ombre des chromophores. Et ces chromophores, lorsqu'ils revoient la lumière, en fait, se changent. Alors, c'est un phénomène réversible. Si on bombarde des UV, si on les met à l'air, ça va assez vite. Donc, c'est de l'affaire de quelques jours. Donc, je dirais, si à bout de quelques jours, ça ne bouge pas, c'est que le phénomène n'est malheureusement pas nécessairement irréversible. Alors, je ne connais pas l'histoire des vernis, mais je peux effectivement imaginer que ça doit être basé sur le même. Alors, on peut vous donner la liste de certains de ces chromophores. On a cherché, nous, à les identifier. Parfois, on les identifie et on identifie, en fait, comme venant effectivement d'antioxydants qui ont évolué, mais ils sont très compliqués à identifier. Pour l'industrie, il était utilisé à partir de quelle période? Monsieur parlait des stabilisants calcium-zinc. En fait, ça doit dater dans les années, je dirais, les années 2000 à peu près. Dans les années 2000, on a commencé à interdire les stabilisants en plomb, les stabilisants à l'étain, qui étaient très stables et très efficaces. Et donc, les stabilisants calcium-zinc, barium-zinc ont été introduits avec l'impératif de les rendre plus performants. Et pour les rendre plus performants, les industriels ont ajouté des antioxydants. Et donc, évidemment, on a eu d'autres phénomènes. Merci. C'est bon. D'accord, pardon. Non, je voulais amener une nuance sur le déjaunissement à la lumière. Alors déjà, tous les PVC ne peuvent pas le faire et il faut être prudent. C'est pour ça que j'ai lancé la piste de recherche avec prudence en disant qu'il faudrait peut-être qu'on ait une capacité à avoir des indicateurs qui nous permettent, avant d'aller mettre les objets du patrimoine à la lumière, de vérifier si oui ou non ça va les aider, mais surtout ne pas le faire avec autre chose que du PVC parce que beaucoup d'autres plastiques transparents ou du patrimoine n'aimeraient pas du tout les UV. C'était une prudence. Globalement, les matériaux organiques n'aiment pas trop les UV. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions actuellement là autour de la table. Puisqu'on a ébordé il y a deux sujets polémiques, on va dire. Le premier, effectivement, c'est la question environnementale. La deuxième, peut-être, c'est la question de la question sanitaire. Je voulais savoir, effectivement, si on avait une idée des évolutions possibles ou probables sur l'interdiction de nouveaux plastifiants, ou si l'industrie, effectivement, l'anticipe, vous avez des travaux de recherche dans ce sens-là. Sachant que pour nous, ça peut être aussi des indicateurs de datation intéressants. Enfin, quoi qu'en art contemporain, c'est rarement le cas, mais on n'est pas dans des situations archéologiques où on doit dater des objets, mais ça peut aussi éventuellement être des indicateurs d'époque de réalisation du matériau. Alors, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup d'articles basés sur le DEHP. Donc, le DEHP, évidemment, est le plastifiant qui, historiquement, a débuté, le PVC flexible, et qui est resté longtemps le matériau le moins onéreux. Le plastifiant, le produit en plus grande quantité et le moins cher. Dans les années 70, sont arrivés des plastifiants, notamment fabriqués par la société, donc qui sont les DINP. Il y a évidemment le DINP, il y a le DIDP qui est un peu plus long, un peu de poids moléculaire plus élevé. On a un DIUP, un C11, donc, et on a un C13, un DTDP. Donc en fait, on a rajouté des plastifiants avec sans cesse une permanence accrue, une volatilité de plus en plus faible, une diffusion de plus en plus faible, mais évidemment avec des coûts différents. Alors, c'est là où en fait, il y a une très grande différence entre vous et nous, industriels. Quand je vais chez un client et que je propose un plastifiant plus permanent, si c'est beaucoup plus cher que le DOP, il va hésiter longuement. Vous, pour une œuvre d'art, vous n'avez pas hésité longuement, et ça, je me rends compte. Donc, en fait, il y a des tas de plastifiants qui ne sont pas utilisés, qui sont inutilisés uniquement dans des applications
plus demandeuses. Par exemple, dans l'automobile, on a ces plastifiants sont typiquement utilisés, plus permanents dans l'automobile parce qu'il y a des demandes qui sont beaucoup plus importantes. En tant que consommateur, si vous avez des sièges en cuir synthétique dans une automobile, vous avez énormément de sollicitations. D'abord des contraintes mécaniques. Puis, si vous mettez de la crème sur votre main et que vous sortez de votre véhicule, vous allez systématiquement introduire la crème dans le siège. Donc, il y a énormément de sollicitations qui peuvent exister. Et donc là, on a des plastifiants qui sont plus permanents. Dans les câbles automobiles, par exemple, j'en ai parlé ce matin, on utilise des trimélitates parce que ce sont des plastifiants extrêmement permanents. Mais on a à chaque fois, évidemment, des degrés de coût différents. Donc, vos industriels, et si vous adressez à certains industriels, ils vont vous donner des plastifiants qui sont souvent les plastifiants qui sont plus ou moins bons pour tout. Donc, après, l'industrie, évidemment, continue à développer des plastifiants en fonction des applications. Il y a le substitut du DEHP dans les applications médicales, donc il y a des plastifiants, mais qui sont plus alors focalisés sur les applications médicales. Tout ce qui est plutôt durable, c'est en fait travaille essentiellement à rendre le plastifiant le moins diffusant possible et le plus permanent, c'est-à-dire avec la volatilité la plus faible possible, de sorte que même si vous mettez votre matériau dans des conditions extrêmes de température, le plastifiant reste dans le matériau. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose. Je me rends compte en lisant mes notes que j'ai oublié des choses, mais je ne vais pas reprendre toute ma présentation. Je vous rassure, Gilles. Non, je voulais juste ouvrir un petit peu sur la question justement de ce retour d'expérience. Moi, je me suis rendu compte que j'avais énormément de pratiques et de choses que j'avais faites sans publication, parce que je ne prends pas forcément le temps de publier, peut-être à mon grand tort. Oui, merci Nathalie. Mais je pense que, moi, j'aimerais juste clôturer en ce qui me concerne ma présentation en disant que j'aimerais assez qu'on arrive à terme à avoir des échanges en groupe. Alors, je sais que c'est quelque chose que je partage avec Nathalie sur une organisation un peu plus française, maintenant qu'on est assez nombreux pour l'avoir, sur des échanges de pratiques. Et puis, je voulais ouvrir un petit peu sur la question, donc j'ai clos sur le monumental, mais sur deux grandes familles qui me tiennent à cœur, et on en a parlé tout à l'heure avec Gilles, qui n'ont pas encore à ce jour eu leur journée. Mais peut-être que je vous coupe l'herbe sous le pied en même temps que je vous dis. Alors, je lance des pistes. Je pense qu'il y a énormément d'avancées ces dernières années sur les caoutchoucs naturels et synthétiques. Il y a eu énormément de pratiques, énormément de choses qui se sont faites, pas forcément avec des publications, mais moi la première, j'ai énormément travaillé sur des conditionnements, j'ai du recul sur des fois 10-15 ans de conditionnement. Je pense que c'est un sujet intéressant. Et l'autre, c'est celui avec lequel j'avais clôturé les journées polyuréthane, qui est la problématique des polyoléphines. On a vu aujourd'hui qu'elles sont souvent mitoyennes avec les PVC. Elles ont des problématiques assez proches avec des problèmes d'exsudat, mais ce sont des plastiques extrêmement faussement sains et assez complexes. Voilà, donc je lance 2 pavés dans la mare sur des prochaines journées, élastomère et polyoléphine. Je vous remercie de nous tendre, en nous la forçant presque un peu la main, sachant effectivement que sur les polyoléphines, polyéthylène, polypropylène, on sait que pour des personnes qui travaillent dans le patrimoine, qui ne sont pas spécialement formées sur les matériaux synthétiques, ce sont des matériaux qui ont la réputation d'être de bonne conservation, entre guillemets, et donc d'être souvent abondamment présents comme matériaux de stockage ou d'emballage, ce que l'expérience aujourd'hui permet peut-être de nuancer assez fortement. Donc effectivement, il y aurait un certain intérêt à cela. Alors, si vous ne coupez pas le micro, j'aurais peut-être je ne sais pas si c'est un dernier rebond. Je reviens peut-être sur votre présentation, Sylvie, avec la question effectivement préalable, et vous preniez l'exemple de l'œuvre de Soto, de la question effectivement du constat préalable, de savoir lorsqu'une œuvre est acquise, ce qui est acquis dans le fait,
c'est-à-dire toutes les questions relatives au statut des matériaux qui composent cette œuvre. Qu'est-ce qui est élément réactivable? Qu'est-ce qui est élément à entretenir, à conserver, éléments qu'il faut remplacer en cas de dégradation et avec quoi et comment le remplacer, voir s'il est possible de le substituer avec une référence qui a le même aspect, la même fonctionnalité, mais qui aurait une meilleure durabilité. Ce qui est relativement important aussi dans une collection, surtout quand on travaille dans une collection publique, c'est la question de calcul également non seulement de savoir ce qu'est cette œuvre en termes d'analyse critique, mais aussi à savoir ce que va coûter en termes de gestion. Et trop souvent, moi je le vois en art contemporain, alors c'est vrai sur cet exemple-là, mais ça pourrait l'être sur beaucoup d'autres exemples, c'est quand les problèmes se posent qu'on intervient, qu'on nous demande effectivement d'analyser l'œuvre, de réfléchir à finalement ce qu'elle est et aux solutions à apporter. Alors que tout cela, à mon avis, c'est un travail documentaire qui devrait être absolument fait en amont, de manière collégiale, je pense avec l'équipe de conservation, un restaurateur associé, le contact avec l'artiste, les ayants droit ou des assistants ou les personnes qui travaillent avec l'artiste pour déterminer ce code de bonne conduite et savoir effectivement mettre en place, si j'ose dire, un code d'entretien. Je termine sur cette question-là. Sur la question effectivement de la substitution, on le voit dans le cas par exemple de l'œuvre de Soto, c'est l'intérêt aussi de travailler en réseau avec des industriels pour pouvoir effectivement trouver peut-être des solutions de substitution qui répondent à notre cahier des charges pour le remplacement, mais qui soient effectivement plus performants et plus satisfaisants que s'il faut changer les fils tous les 10-15 ans, que sais-je, ce qui pour le coup n'est ni très développement durable, ni très écologique, ni que sais-je. Voilà. J'en ai pour ma part terminé, c'était donc ma réflexion personnelle et finale, et je promets de ne plus rien dire à partir de maintenant, et je désactive même le son. Tac. En même temps, s'il n'y a pas d'autres rebonds, peut-être que nous allons clôturer cette journée. C'est votre dernier c'est votre dernier mot. Dernière chance. Dernière chance. Donc, je laisse la parole à Jeanne Chinard. J'ai l'honneur, le très grand plaisir de clôturer cette journée. Donc, je ne regarde pas la salle, mais et je regarde les personnes qui sont restées avec nous jusqu'au bout, les 55 participants. Les dernières minutes de cette journée. Merci à vous d'avoir tenu un vendredi soir. Nous sommes très heureux de vous avoir compté parmi nous. Vous l'avez compris, les sujets restent ouverts. Alors, on n'a pas mis de sondage pour la fin de la journée. J'avais proposé, ils n'ont pas voulu. Quand même, on aurait pu faire un sondage pour savoir quel matériau valait le coup de la prochaine journée, mais vous pouvez réagir en direct encore, vous avez quelques minutes, ou par mail. Et sinon, donc, je profite de ce petit temps pour remercier nos institutions qui nous ont soutenus dans la mise en œuvre de ces journées, les personnels de ces institutions, la FSP, et évidemment l'ensemble des intervenants que je regarde en direct là. Comme ça, merci à vous, à très bientôt et au revoir.